Nous sommes maintenant en compagnie de Monsieur Gérard Daniel, Software Enterprise Architect chez Micro Focus, pour parler d'un sujet important déjà évoqué en introduction, la mise en œuvre de DevSecOps. Comment faire de la sécurité quelque chose de natif et d'agile? Monsieur Daniel, bonjour, c'est à vous. Merci. Bien, en fait, dans cette circonstance actuelle avec la crise du Covid, les entreprises ont été amenées un petit peu à revisiter leurs priorités et bien sûr à revisiter également les priorités pour l'IT. Alors, dans une étude qui a été menée par IDC au mois de mars et avril dernier, donc vraiment en plein cœur de la crise, il y a 4 initiatives vraiment qui se sont dégagées. La première, c'est l'expérience digitale. On s'est aperçu qu'à partir du moment où les employés ne pouvaient plus aller à leur bureau pour travailler, où les clients ne pouvaient plus aller dans les magasins pour acheter, il était important que les entreprises puissent avoir une stratégie digitale, c'est-à-dire très souvent une application web ou une application mobile pour pouvoir permettre d'interagir avec le système d'information. Ça veut dire entre autres que cette expérience utilisateur, elle devait être optimale pour favoriser la productivité du travail et ou évidemment les achats à faire par Internet. Ça veut dire aussi, et c'est le point relatif à la sécurité, qu'il fallait proposer une connexion, une connectivité à ce système d'information à des personnes qui peut-être auparavant ne l'avaient pas ou qui l'ont dans des nouvelles circonstances, par exemple à travers un smartphone. Et donc s'assurer évidemment que quand quelqu'un accède à une information, il a bien le droit d'accéder à cette information et il a bien le droit surtout de la consommer. Le troisième point, c'est ensuite l'automatisation, voire même ce qu'on appelle l'automatisation extrême. C'est-à-dire, aujourd'hui, beaucoup de clients se sont déjà lancés dans l'automatisation d'un certain nombre de tâches de l'IT, de la DSI. Mais là, c'est d'aller encore plus loin et par exemple être capable d'exploiter au maximum les ressources du cloud public, par exemple, quel que soit le fournisseur de cloud. Et puis en saupoudrant tout ça d'intelligence artificielle, parce qu'il faut également pouvoir faire les choses de manière optimisée et pourquoi pas utiliser ces technologies qui sont propres. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ce référentiel ? Alors ce référentiel, il a changé et je voudrais l'illustrer en fait avec 3 chiffres pour simplifier. Le premier, c'est 62%. Il y a le cabinet qui s'appelle Research 451 qui a fait une étude fin 2019 et qui montre que 62% des entreprises utilisent ce qu'on appelle une IT hybride, une DSI hybride, c'est-à-dire qu'ils mélangent à la fois des serveurs on-premise, donc sur leur infrastructure, mais peuvent faire appel également à du cloud privé, peuvent faire également appel à du cloud public, tout en s'assurant bien sûr que l'accès il est optimum et sécurisé pour tous leurs utilisateurs. Le deuxième chiffre, c'est x2. C'est l'investissement des entreprises entre l'année dernière et 2018 pour tout ce qui est lié à la transformation digitale. Alors, on n'a pas encore les chiffres pour 2020, mais nul doute qu'avec la crise du Covid, cet investissement sera bien supérieur à ce ratio-là, parce que, évidemment, beaucoup d'entreprises se sont rendues compte qu'il était important que leurs employés ainsi que leurs utilisateurs puissent avoir accès à l'information. Le troisième chiffre, c'est 65%. C'est une étude qui a été menée par IDC qui projette qu'à 2022, un peu moins de 2 tiers des entreprises qui ont mis en œuvre des processus de RPA. C'est le Robotic Process Automation, c'est-à-dire donc l'automatisation des processus métiers, vont faire appel à des techniques d'intelligence artificielle, comme par exemple l'apprentissage machine ou comme par exemple le traitement du langage naturel, pour rendre les robots encore plus intelligents et permettre de libérer du temps aux employés pour travailler sur les tâches à plus forte valeur ajoutée. Alors, avec tous ces changements, quelles bonnes pratiques est-ce que vous recommanderiez aux entreprises, justement, en particulier pour intégrer mieux la sécurité dans tous ces nouveaux processus ? Alors, les bonnes pratiques, on peut les résumer avec les 4 axes tels qu'ils sont proposés ici. Le premier, c'est DevOps. C'est évidemment le cœur et on va le développer dans quelques minutes, mais il va s'agir de développer son application beaucoup plus rapidement avec le niveau de qualité qui est celui attendu par nos utilisateurs pour utiliser ces applications. Le deuxième, c'est la sécurité, c'est le sec de DevOps. C'est effectivement comment est-ce que dans ce processus-là, je suis à même d'intégrer la sécurité le plus en amont possible
pour qu'évidemment ça coûte moins cher lorsque l'on trouve des failles de sécurité. Comment est-ce que j'intègre ces sécurités-là dans mon processus? Alors, on parle évidemment de sécuriser les applications, parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est le principal vecteur de failles et le principal vecteur que les hackers utilisent pour pénétrer votre système d'information. Mais on va aussi parler de la sécurité des identités. Donc, être bien certain que la personne qui accède à l'application, elle est légitime pour accéder à l'application. Et puis, c'est la sécurité des données. Dans le cas malheureux où une fuite de données serait apparue, eh bien, il est important que les données qui ont été récupérées soient des données cryptées, c'est-à-dire inutilisables par la personne qui a fait cet exploit. L'autre volet, c'est ce qu'on appelle l'IT hybride, c'est-à-dire cette capacité, comme je l'évoquais rapidement, de mélanger la capacité à opérer une application soit sur son infrastructure, soit à un moment de décider de la passer sur un cloud privé ou sur un cloud public. Et bien sûr, ensuite, d'être capable de superviser et de monitorer cette application. Parce que vous l'avez compris, la manière de monitorer une application quand elle est exécutée dans un cloud public, à base par exemple de containers Docker ou de microservices, c'est complètement différent que lorsque l'on l'a on-premise. Le dernier volet, c'est le côté big data et analytics. C'est-à-dire qu'effectivement, on va s'apercevoir que toutes ces applications, elles produisent beaucoup de données. Elles produisent beaucoup de données et souvent la donnée qui est produite, elle est produite sous forme non structurée. Ça signifie que arriver à tirer de l'information de ces données est quelque chose qui est très compliqué. Et si l'on souhaite effectivement arriver à travailler de manière efficace sur cette information-là, eh bien, on doit faire appel à des analyses de type Big Data et Analytics. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple être capable de pouvoir, pourquoi pas, prédire le fait qu'une application risque d'avoir un incident parce qu'on a remarqué que le comportement de cette application dans le passé s'est déjà produit et que ça a donné lieu à ces incidents. Donc tout ceci fait qu'effectivement on a beaucoup d'informations qu'il faut traiter et le Big Data nous aide. Si on zoome un petit peu sur le DevSecOps, donc l'idée c'est de comprendre qu'effectivement on va parler ici d'un processus de bout en bout. Ça va commencer souvent par le développement. Alors aujourd'hui, très populaire, le développement en mode agile, où on va être capable par exemple de pouvoir changer rapidement d'avis, de rajouter de nouvelles fonctionnalités à la demande des clients et cette réactivité elle est importante dans le contexte actuel. Mais c'est aussi de se dire qu'on va mettre en place des pratiques comme l'intégration continue, avec la capacité, pourquoi pas, d'automatiser toutes les nuits des tests. On va parler ici, évidemment, des tests fonctionnels, pour être certain que l'application elle fonctionne comme il le faut. Des tests de performance, parce qu'on le sait très bien, aujourd'hui, l'application, elle doit répondre à des critères de performance qui sont souvent très, très stricts. C'est encore plus vrai pour les applications mobiles, hein, où l'utilisateur est très, très impatient derrière son clavier et son écran. Et puis aussi, les tests de sécurité, comme je l'ai évoqué, pour éviter que la personne qui développe l'application n'introduise dès le départ des failles de sécurité qui pourraient être exploitées ensuite. Une fois qu'on a fait ça, on va s'intéresser à la qualité globale et se dire est-ce que finalement le niveau de qualité globale est satisfaisant pour ensuite, pourquoi pas, passer en production. Donc ce qui va nous intéresser, c'est un petit peu ces pièces de Lego qui vont s'emboîter les unes dans les autres et permettre d'avoir une gouvernance de ce processus DevOps. Et là encore, à travers des approches Big Data et Analytics, permettre, pourquoi pas, de tirer des indicateurs qui vont me permettre de détecter et de visualiser en avance, par exemple, des anomalies qui pourraient survenir en production ou, pourquoi pas, des tests à effectuer en fonction d'un changement de code qui aura été réalisé par les développeurs. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Micro Focus peut accompagner ses clients dans la mise en œuvre d'une stratégie DevSecOps? Alors, Micro Focus, c'est un éditeur global et effectivement, on a vraiment une présence internationale avec de nombreux collaborateurs et de nombreux clients et nous sommes là depuis de nombreuses années. On a vraiment deux missions principales. Aider nos clients dans leur transformation digitale et il va s'agir ici de mettre en place notamment toute une chaîne d'outils tels que je viens de l'évoquer. Et pour les personnes qui assistent à ce webinaire en direct ou en replay, vous pouvez flasher le QR code pour avoir une idée des solutions qui sont derrière.
cette offre DevSecOps. On est là aussi pour aider nos clients à faire le pont entre l'existence qu'ils ont aujourd'hui et puis ce qui arrive en nouvelles technologies. Et typiquement, beaucoup de clients aujourd'hui nous interrogent sur la capacité d'une application mobile à être capable de récupérer des informations d'un mainframe parce que forcément les transactions historiques, elles sont sur système. Donc ici, un ensemble de solutions complets que vous pourrez venir à loisir découvrir sur notre site web. Merci beaucoup, Monsieur Daniel. Merci Aurélie. Et maintenant, nous vous retrouvons tout de suite pour la suite du programme.